À l'aube du 28 juillet 1943, dans le quartier hambourgeois de Hammerbrook, l'asphalte des rues entra en ébullition. Ce ne fut pas une métaphore des survivants, ni une exagération de la propagande alliée. La chaleur générée par l'incendie le plus intense jamais enregistré sur une ville avait littéralement liquéfié le revêtement. Ceux qui tentaient de traverser ces rues se retrouvaient piégés par les pieds, comme des insectes dans de la cire chaude, tandis que les flammes grimpaient le long de leurs jambes. Autour d'eux, les vitres des voitures et des tramways stationnés fondaient dans le cadre des fenêtres, signe sans équivoque que la température ambiante avait dépassé les 1400 degrés centigrades, la même que celle qu'atteint un four industriel de verre. À l'intérieur des bâtiments, où l'oxygène se concentrait entre les murs de briques, la chaleur fut encore plus élevée. Elle fit fondre des couverts en métal, liquéfia des bouteilles et calcina la brique jusqu'à la réduire en cendres. Sur la ville soufflaient des vents de 120 à 170 km/h, comparables à ceux d'un ouragan de catégorie 5, comme celui qui dévasterait la Nouvelle-Orléans plus de 60 ans plus tard. Mais ce vent ne venait ni de la mer ni d'aucun front atmosphérique. Il avait été généré par l'incendie lui-même. Pendant 50 minutes, plusieurs centaines de bombardiers britanniques avaient concentré plus de 2000 tonnes d'explosifs et d'engins incendiaires sur une zone de seulement quelques kilomètres carrés, jusqu'à fusionner des milliers de foyers individuels en une seule masse de feu. En se réchauffant, cette masse commença à aspirer l'air froid des alentours avec une force si brutale qu'elle arrachait les toits, pliait les arbres jusqu'au sol et entraînait les personnes comme si elles étaient des feuilles sèches. Les pompiers qui tentèrent de s'approcher cette nuit-là ne purent avancer qu'en rampant, sur les mains et les genoux, contre la force du vent. Lorsque le jour se leva, toute une partie de l'est de Hambourg avait cessé d'exister. À sa place, restait un paysage calciné où les corps, réduits à la moitié de leur taille originale par la chaleur extrême, apparaissaient étendus face contre terre, les bras au-dessus de la tête, dans le dernier geste instinctif pour se protéger de quelque chose contre quoi aucune protection n'était possible. Le nombre exact de morts en cette seule nuit ne fut jamais déterminé avec certitude. Des décennies plus tard, les historiens continueraient à citer des chiffres disparates: 37 000, 40 000, 42 600, 45 000, sans qu'aucune autorité allemande, britannique ou américaine ne parvienne jamais à clore le débat. Cette nuit fut l'aboutissement d'une opération de 10 jours baptisée d'un nom biblique, Gomorrhe. Et le phénomène qui dévasta Hammerbrook, Ham et Borgfeld reste 80 ans plus tard un objet d'étude pour les physiciens, les météorologues et les spécialistes de la combustion, parce qu'aucune autre tempête de feu provoquée par l'être humain n'a jamais atteint une telle intensité, ni avant ni après. Pour comprendre comment on en arriva là, il convient de remonter quelques jours en arrière, jusqu'à l'été le plus sec et le plus chaud dont Hambourg se souvenait, et jusqu'à l'après-midi où un commandant britannique posa le doigt sur une carte de l'Allemagne. La ville qui n'écoutait pas les sirènes. Hambourg était, en 1943, la deuxième ville d'Allemagne et son port le plus important. Chantier naval, raffinerie, usine de moteurs pour sous-marins et avions, et une population d'1,8 million habitants qui, pendant un siècle et demi, avait maintenu des liens commerciaux et culturels avec la Grande-Bretagne. La ville portait en outre une longue tradition d'indépendance face au pouvoir central, hérité de son passé de cité-État hanséatique et renforcé par des épisodes de révolte ouvrière durant la Première Guerre mondiale et la République de Weimar. Bien que le nazisme ait fini par imposer son contrôle, là aussi, il persistait chez de nombreux Hambourgeois une identité propre, moins enthousiaste envers le régime que celle d'autres grandes villes allemandes. Cette relation historique avec la Grande-Bretagne alimentait, même en pleine guerre, une rumeur persistante parmi les Hambourgeois. Les Britanniques n'oseraient jamais détruire une ville avec laquelle ils avaient tant commercé, et ils en auraient besoin intacte pour le jour où ils débarqueraient sur le continent. La réalité était autre. Hambourg vivait depuis 3 ans sous une menace aérienne constante, mais cette menace était devenue routine. Entre 1940 et le milieu de 1943, la ville avait supporté 318 alertes antiaériennes, dont seulement 137 correspondaient à de véritables attaques, et la majorité de celles-ci avaient été de moindre intensité. La répétition avait engendré quelque chose de plus dangereux que la peur, l'indifférence.
Beaucoup de familles ne descendaient même plus aux abris lorsque les sirènes retentissaient, convaincues qu'il s'agirait d'une autre fausse alarme. Certaines préféraient rester sur les balcons, observant comme un spectacle la trajectoire des bombes traçantes au-dessus de la ville. L'été 1943 avait en outre apporté des semaines de chaleur et de sécheresse inhabituelles pour une ville portuaire, où l'humidité ambiante tourne normalement autour de 78%. Cette anomalie météorologique, en apparence triviale, se révélerait décisive. Elle transformait chaque toit de bois, chaque entrepôt de grains et chaque dépôt de charbon domestique en combustible desséché en attente d'une étincelle. L'après-midi précédant la première attaque s'était déroulé comme une journée de paix absolue. Le cirque Althoff se produisait dans le quartier de Wandsbek, les piscines en plein air d'Ashberg et d'Ohlsdorf étaient pleines d'adolescents. Et le soir, les cinémas projetaient des comédies romantiques, tandis qu'un orchestre hongrois jouait dans l'un des cafés du centre. L'horaire de double changement estival maintenait la lumière du jour jusqu'à presque 10 heures du soir, si bien que de nombreuses familles sortirent les matelas dans la cour, décidées à dormir à l'air libre à cause de la chaleur. Quand les sirènes retentirent peu après minuit, une partie considérable de la population ne se leva même pas du lit. Cette indifférence se nourrissait en outre de rumeurs contradictoires qui circulaient dans la ville depuis des mois. Certains Hambourgeois étaient convaincus que les Alliés respecteraient délibérément la ville, la réservant intacte pour un futur débarquement. D'autres répétaient des histoires, sans aucun fondement réel, sur des stylos-plumes remplis d'explosifs largués par les Américains sur Kiel et Flensbourg. Les autorités britanniques, loin de démentir cette peur diffuse, l'alimentaient volontairement au moyen d'émissions de radio en allemand et de millions de tracts lancés sur le nord du pays qui énuméraient en détail la destruction subie par d'autres villes de la Ruhr et avertissaient, sans détour, que Hambourg serait la suivante. L'attitude d'une bonne partie de la population envers les abris eux-mêmes n'aidait pas non plus. Certains préféraient rester sur les balcons pour observer le spectacle des lumières traçantes, convaincus que le danger réel tombait toujours sur un autre quartier. D'autres traînaient jusqu'à la cave des valises entières de vêtements, bijoux et documents, en plus d'animaux domestiques qui transformaient chaque abri improvisé en un espace inconfortable et malodorant. Il y eut quelqu'un qui décrivit plus tard comment, pendant l'un des premiers bombardements de cette même semaine, un groupe de voisines applaudit depuis un toit terrasse en voyant tomber en flammes un avion britannique piégé par les projecteurs, comme s'il s'agissait d'un spectacle et non d'une guerre qui, en quelques heures, arriverait jusqu'à leur propre rue. Pendant ce temps, au siège du commandement des bombardiers britanniques à High Wycombe, le maréchal de l'air Arthur Harris insistait depuis des mois pour attaquer Hambourg à grande échelle. La ville combinait une valeur militaire évidente avec les chantiers navals, Blohm et Voss, où l'on construisait des sous-marins, et plusieurs usines de moteurs d'aviation avec un avantage tactique. Elle était assez proche de la côte pour que les bombardiers n'aient pas à survoler le territoire allemand pendant des heures, et assez grande pour que le bombardement de zone, la stratégie que Harris défendait face à l'opposition de ceux qui préféraient les attaques de précision, puisse se déployer avec une marge de manœuvre. Le principal obstacle était la défense anti-aérienne de la ville, l'une des plus denses de toute l'Allemagne. 4 tours de béton armées situées dans le centre urbain et dans le port abritaient des canons de 128 mm capables de lancer des projectiles de 26 kg jusqu'à 13 700 mètres d'altitude, 2 tirs par minute et par canon. Un anneau de batterie supplémentaire entourait la périphérie. Tout le système, en outre, était coordonné par radar. Des stations Würzburg dirigeaient les canons et des projecteurs dont le faisceau-mètre, d'un bleu légèrement différent du reste, fixait les bombardiers afin que le reste des lumières les entoure et les expose au feu concentré. À cette défense terrestre s'ajoutait une chaîne d'interception aérienne, également dépendante du radar. Chaque station au sol ne pouvait guider qu'un chasseur nocturne à la fois vers sa cible. Raison pour laquelle les Britanniques avaient adopté la tactique consistant à concentrer tous leurs bombardiers en un unique et dense torrent. Plus le nombre d'avions réussissant à traverser simultanément un même point de l'espace aérien allemand était élevé, plus faible serait la proportion que les stations radars pourraient intercepter avant que la majorité ne soit passée au loin. Une fois qu'un chasseur allemand s'approchait suffisamment, il activait son propre radar de courte portée appelé Liechtenstein pour localiser le bombardier dans l'obscurité et se diriger vers lui pour l'attaque finale.
C'était, dans l'ensemble, une chaîne de commandement parfaitement huilée, tant que chacun de ses maillons pouvait se fier aux données que le radar lui fournissait. Il suffisait d'introduire assez de bruit dans cette chaîne pour que le système entier, aussi sophistiqué fût-il, cesse de fonctionner. Harris disposait cependant d'une arme qu'il n'avait jamais utilisée, un dispositif baptisé Window, de simples bandes de papier métallisées qui, larguées par milliers depuis les bombardiers, généraient sur les écrans radars allemands un nuage d'échos faux impossible à distinguer des avions réels. Le gouvernement britannique avait retardé son emploi pendant des mois, par crainte que l'Allemagne ne copie l'idée et ne l'utilise contre Londres. Ironiquement, les Allemands connaissaient déjà le principe et ne l'avaient pas utilisé non plus, par crainte identique que les Britanniques ne le répliquent. Le 15 juillet 1943, Winston Churchill autorisa finalement son déploiement. Aucun des deux camps ne savait que dans les jours suivants, cette course de prudence mutuelle se romprait de manière définitive et en faveur des assaillants. 24 juillet, l'opération Gomorrhe commence. À 10 heures du soir, le 24 juillet 1943, 791 bombardiers décollèrent de bases réparties dans l'est de l'Angleterre en direction de Hambourg. C'était la première opération à grande échelle qui utiliserait Window et personne au Bomber Command ne savait avec certitude si cela fonctionnerait. À bord de chaque avion, les mécaniciens navigants commencèrent à jeter des ballots de bandes métalliques par le conduit des fusées éclairantes au moment exact prévu. L'effet fut immédiat et dévastateur pour la défense allemande. Les opérateurs radars, habitués à lire avec précision la position d'une poignée d'avions, virent leurs écrans saturés de milliers d'échos impossibles à différencier. Les projecteurs cessèrent d'accrocher les objectifs. Les canons anti-aériens tirèrent presque à l'aveugle et les chasseurs de nuit, dépendant du guidage radar depuis le sol, se retrouvèrent pratiquement aveugles en plein vol. Sur les 792 avions qui partirent, seuls 12 ne revinrent pas. Un chiffre de pertes extraordinairement bas pour l'époque. Sans opposition effective, le bombardement se concentra sur l'ouest de la ville entre 1 et 2 heures du matin. En 50 minutes, tombèrent 2300 tonnes d'explosifs, un record mondial pour une seule attaque, et 350 412 bombes incendiaires individuelles, un autre record. Les premières vagues incendièrent suffisamment de bâtiments pour que les suivantes, déjà guidées par la lueur des flammes, n'aient même plus besoin des marqueurs d'objectifs. Vers la fin de l'attaque, les équipages décrivaient un unique incendie continu, visible à 225 km de distance par des avions de reconnaissance qui survolaient la région de la Ruhr. La précision de ce premier bombardement dépendait d'une technique perfectionnée par le Bomber Command au cours de l'année précédente. Un groupe d'avions spécialisés, les Pathfinders, localisait l'objectif avant le reste de la force et le signalait avec des fusées éclairantes de couleur que les Allemands eux-mêmes surnommèrent, non sans une certaine ironie poétique, Tannenbaum, arbre de Noël. Des fusées jaunes marquaient la route d'approche. Les rouges, larguées à vue sur la cible exacte, indiquaient le point d'impact. Les vertes servaient de secours si quelque chose tournait mal. Cette nuit-là, le premier groupe de marqueurs arriva avec plusieurs minutes de retard, ce qui provoqua la dispersion d'une partie des fusées rouges dans l'ouest de la ville, au lieu de se concentrer en un seul point. Un phénomène que les équipages eux-mêmes appelaient « creep back », la tendance, par pur instinct de survie, à lâcher la charge quelques secondes plus tôt que nécessaire afin de quitter au plus vite la zone de plus grand danger. Malgré cette dispersion, la défense anti-aérienne put à peine réagir. Sans le guidage du radar, les artilleurs des batteries de 128 mm tirèrent presque à l'aveugle pendant toute la nuit sans que cela empêche qu'un seul bombardier soit abattu directement au-dessus de la ville. Le véritable danger pour les équipages britanniques arriva ensuite sur le trajet du retour. Près de la moitié des pertes de la nuit se produisirent lorsque, déjà loin de l'objectif, les chasseurs de nuit allemands parvinrent à intercepter les avions qui s'étaient écartés du flux principal de bombardiers, perdant ainsi la protection collective qu'offrait Window. Au sol, la nuit devint quelque chose qu'aucune simulation n'avait préparé les Hambourgeois à affronter. La chaleur générée par les incendies, encore localisés mais déjà étendus, produisit des vents assez forts pour renverser les gens et arracher les portes de leur cadre. Un avant-goût, en miniature, de ce qui se produirait 3 nuits plus tard. Depuis sa maison dans la périphérie occidentale,
le directeur du musée d'ethnologie de la ville, Franz Termer, observa comment un nuage de fumée et de cendres s'élevait à plus de 2000 mètres au-dessus de Hambourg et, en se refroidissant dans les couches hautes de l'atmosphère, générait sa propre pluie. Des gouttes noires, chargées de suie, qui tombaient sur la ville et se mêlaient à la boue dans les rues, comme s'il s'agissait d'une éruption volcanique. Le nombre de morts de cette première nuit fut estimé à environ 1500, le plus élevé enregistré jusque-là lors d'une seule attaque sur la ville. Dans un camp de travaux forcés du quartier de Lockstedt, où un groupe de femmes polonaises passait les nuits à mettre en boîte des conserves de poissons pour l'armée allemande, une bombe de forte puissance frappa directement les baraquements où elles dormaient. Une jeune responsable des premiers secours, qui avait réussi à convaincre un petit groupe de compagnes de descendre dans un abri improvisé quelques minutes auparavant, revint après l'explosion pour constater que le bâtiment entier avait disparu, réduit à un tas de décombres dont ne dépassait à peine en un point qu'un unique bras humain. 123 femmes moururent cette nuit-là dans ce seul camp. Parmi les restes, la jeune femme trouva ensuite 5 yeux humains posés sur une planche de bois, sans aucun corps autour, une image que des décennies plus tard, elle continuerait à décrire comme la plus persistante de toute la guerre. Mais le dommage le plus durable de cette première nuit ne fut pas matériel. Ce même après-midi de dimanche, le gouverneur nazi de Hambourg, Karl Kaufmann, décréta que personne ne pourrait quitter la ville sans permis spécial. Convaincu que l'attaque n'avait été que le début de quelque chose de plus grand, son intention était d'éviter la panique et de maintenir la main-d'œuvre disponible. La décision, cependant, condamnerait des dizaines de milliers de personnes à rester à Hambourg pendant les jours qui suivirent, sans savoir que la nuit la plus meurtrière de toute l'opération n'était pas encore arrivée. Pendant que la Royal Air Force se reposait la nuit, la 8e force aérienne américaine profita des heures de lumière pour attaquer de jour. Le plan, conçu par le général Frederick Anderson, dépendait d'un haut degré d'improvisation. La seule fois où l'USAAF avait tenté de bombarder Hambourg, un mois plus tôt, la mission avait complètement échoué, avec 18 avions abattus avant même de franchir la côte allemande. Pour éviter de répéter le désastre, Anderson divisa sa force en 4 groupes indépendants, chacun ayant une fonction différente dans un plan de tromperie minutieusement coordonné. Le premier, à destination de l'usine d'avions Heinkel à Warnemünde, sur la côte de la Baltique, devait virer brusquement vers le nord alors qu'il était encore au-dessus de la mer, simulant une direction vers le Danemark, dans le seul but d'obliger les chasseurs allemands à décoller avant l'heure et à épuiser leur carburant. Le second, beaucoup plus petit, à peine 60 appareils à destination des chantiers navals de sous-marins de Kiel, répéterait la même manœuvre de feinte avant de virer de nouveau vers son véritable objectif. Ce n'est qu'alors, 40 minutes derrière, qu'arriveraient les 2 formations réellement destinées à Hambourg, calculant qu'à ce moment-là, la Luftwaffe serait en train de se regrouper au sol. Un 5e contingent de chasseurs et de bombardiers légers, lancés très au sud, au-dessus de la Hollande et du nord de la France, complétait la tromperie en y retenant les chasseurs allemands qui, autrement, auraient pu renforcer la défense du nord. C'était un plan ambitieux pour des équipages inexpérimentés. Aucun des 6 groupes de bombardement qui participèrent n'avait même existé lorsque les États-Unis entrèrent en guerre et plusieurs étaient stationnés en Angleterre depuis à peine quelques semaines. La tromperie fonctionna suffisamment pour que, le 25 juillet, 123 bombardiers B-17 larguent leurs bombes sur le port en seulement 4 minutes, avant que la Luftwaffe puisse se réorganiser. Le lendemain, une force plus réduite répéta l'attaque sur le district portuaire dans un bombardement qui dura une seule minute. Les dommages industriels furent réels mais limités, et le coût en avion, considérable selon les standards américains de l'époque, fut jugé acceptable. Le pari se révélait, vu avec du recul, presque téméraire. Aucun des 6 groupes de bombardement qui participèrent n'avait même existé 18 mois auparavant. Et attaquer de jour, sans escorte de chasseurs propres capables de les accompagner aussi loin, exposait chaque équipage à l'artillerie anti-aérienne et aux chasseurs allemands pendant tout le trajet au-dessus du territoire ennemi. Que la 8e force aérienne ait été capable, durant l'été 1943, de soutenir 2 incursions consécutives sur une ville aussi bien défendue que Hambourg, en disait long sur la rapidité avec laquelle les États-Unis avaient improvisé, en un peu plus d'1 an, une force aérienne stratégique pratiquement à partir de zéro.
Pour les habitants de Hambourg, ces 2 jours d'attaque diurne, entrecoupés de fausses alertes nocturnes, représentèrent une trêve incomplète. Les rues restaient pleines des décombres du dimanche. Les pompiers continuaient à lutter contre des incendies qui brûlaient depuis plus de 48 heures sans s'éteindre, et personne ne pouvait prévoir que la nuit du mardi 27 juillet marquerait le jour le plus meurtrier de l'histoire des bombardements sur des villes jusqu'à ce moment-là. 27 juillet, la nuit décisive. Tout au long du mardi 27 juillet lui-même, 5 fausses alertes maintinrent la population dans un état d'alerte constant, sans qu'aucun avion ne vienne survoler la ville. À ce moment-là, après 2 nuits de bombardements et 2 incursions diurnes, une bonne partie de Hambourg fonctionnait déjà avec les nerfs à vif, et chaque sirène, réelle ou non, obligeait des milliers de personnes épuisées à interrompre ce qu'elles étaient en train de faire et à chercher refuge une fois de plus. Personne ne pouvait savoir que ces fausses alertes étaient le dernier souffle d'un calme qui, cette même nuit, prendrait fin complètement. À 10 heures du soir, 787 bombardiers britanniques décollèrent en direction de Hambourg pour la 2e fois en 3 jours. Le plan de vol était pratiquement identique à celui du dimanche précédent, mais cette fois les marqueurs d'objectifs tombèrent avec une précision extraordinaire sur l'est de la ville, dans les districts de Hammerbrook, Ham et Borgfeld, des zones densément peuplées d'immeubles de 6 étages aux toits de bois, presque sans parcs ni espaces ouverts qui puissent servir de coupe-feu naturel. À 1 heure du matin tombèrent les premières bombes. Au cours des 50 minutes suivantes, 2313 tonnes d'explosifs et d'incendiaires se concentrèrent sur une zone de seulement quelques kilomètres carrés. Les services allemands calculeraient ensuite qu'en moyenne, chaque toit-terrasse de 10 mètres sur 10 reçut une dizaine de bombes incendiaires. C'était une densité 5 fois supérieure à celle de toute attaque précédente contre la ville. Depuis les airs, les équipages britanniques décrivirent quelque chose qu'aucun n'avait vu auparavant. À plus de 5000 mètres d'altitude, les avions volaient en traversant une colonne de fumée que certains comparèrent à un volcan en pleine éruption, avec des éclairs internes qui ressemblaient à des explosions successives. L'un des mécaniciens navigants, survolant la ville à un peu plus de 5000 mètres, perçut une odeur qu'il identifia sans pouvoir l'éviter, comme de la chair brûlée. Lorsque le dernier avion largua sa charge, à 2 heures moins le quart, les foyers d'incendie individuels s'étaient déjà fusionnés en une seule masse de feu continu. À 1h20 du matin, selon ce que reconstruisit ensuite l'ingénieur en chef des pompiers de la ville, cette masse franchit un seuil physique distinct. Elle cessa de se comporter comme un incendie et commença à se comporter comme une tempête. À 2 heures, le vent généré par les flammes était si violent que les pompiers postés dans la cour de la caserne centrale ne pouvaient avancer qu'en rampant. Entre 3 heures et 3 heures et demie du matin, le phénomène atteignit son point maximal, 1 heure et demie de vent d'ouragan et de température qui, dans l'épicentre, dépasserait les 1000 degrés centigrades. Cet épicentre fut localisé à un croisement n'ayant rien d'extraordinaire en apparence, où la rue Auschlägerweg croisait le canal Mittelkanal, à côté d'une usine de machines et, juste de l'autre côté de l'eau, d'un dépôt de bois de l'entreprise Nienstadt. Les historiens soupçonnent que les énormes piles de bois empilées dans ce dépôt agirent comme catalyseur initial de ce qui, quelques minutes plus tard, deviendrait la tempête de feu la plus intense jamais documentée. Les équipages qui survécurent pour le raconter s'accordaient à dire qu'ils n'avaient jamais rien vu de semblable au-dessus d'aucun autre objectif. L'un des pilotes qui volait dans la dernière vague affirma ensuite qu'il n'avait eu besoin d'aucune aide à la navigation cette nuit-là. Il suffisait de suivre la lueur que l'on voyait depuis le large pour trouver la ville. Un autre membre d'équipage, qui survolait l'enfer à plus de 9000 mètres, décrivit comment la colonne de fumée continuait à bouillonner sous l'avion même à cette altitude, traversée de temps à autre par des éclairs qui correspondaient à de nouvelles explosions au sol. Un troisième, vétéran de dizaines de missions, irait jusqu'à dire des années plus tard que cette tempête de feu restait, de toute sa carrière d'aviateur, l'image qui lui apparaissait avec le plus de force. Tous les dangers de cette nuit ne vinrent pas du sol. Un Lancaster de la force aérienne royale australienne, piloté par des hommes qui effectuaient presque toutes leurs premières missions,
venait de larguer sa charge sur la ville lorsqu'une explosion proche, probablement celle d'un autre bombardier touché par un chasseur juste au-dessus d'eux avant de larguer ses propres bombes, retourna complètement l'avion. Le mécanicien navigant, projeté dans les airs au milieu de ballots de Window, mit plusieurs secondes à s'orienter dans l'obscurité, à trouver à tâtons une prise d'intercommunication et à revenir dans le cockpit, où il découvrit qu'ils avaient chuté de plus de 2700 mètres en quelques secondes. À peine une minute de plus de chute libre et ils se seraient écrasés directement contre l'incendie qu'ils venaient eux-mêmes de provoquer. Lorsqu'ils atterrirent sur leur base anglaise avant l'aube, l'avion ne présentait aucun impact d'artillerie ni de chasseurs, seulement des panneaux détachés et des conduites de carburant pendantes, témoins muets de l'onde de choc qui avait failli les tuer. Au-dessus de la ville elle-même, les chasseurs nocturnes allemands avaient commencé à adopter une nouvelle tactique surnommée Wild Sow, sanglier sauvage. Au lieu de dépendre du radar terrestre, les pilotes volaient au-dessus des nuages de fumée et attaquaient les bombardiers ennemis en se guidant uniquement par la silhouette que ceux-ci projetaient contre la lueur des incendies. À 1h21, les commandements allemands ordonnèrent à leurs propres batteries antiaériennes de limiter la hauteur maximale de leurs tirs, laissant ainsi à ces chasseurs le monopole de la défense aux altitudes les plus élevées. L'un des pilotes qui inaugura cette tactique cette même nuit décrirait ensuite comment il localisa un mitrailleur de queue complètement absorbé, regardant vers l'enfer qui brûlait sous lui, sans remarquer le danger qui s'approchait de lui par derrière. La tempête de feu. Ce qui différencie une tempête de feu d'un incendie urbain ordinaire, aussi destructeur soit-il, est un processus de rétroaction qui transforme le feu lui-même en son moteur météorologique. Pour qu'elle se déclenche, 3 ingrédients précis sont nécessaires et Hambourg, cette nuit-là, les réunit tous de manière fortuite. Le premier est la concentration. Si les engins incendiaires se répartissent dans toute une ville, les pompiers peuvent contenir chaque foyer séparément. Mais s'ils se concentrent sur une zone réduite en une brève période, les foyers se multiplient plus vite que n'importe quel service d'extinction ne peut les étouffer et finissent par fusionner entre eux avant que quiconque puisse intervenir. C'est exactement ce qui se produisit à Hammerbrook entre 1h et 1h30 du matin. Le deuxième ingrédient, contre-intuitif pour quiconque n'a pas étudié le bombardement stratégique, est le rôle des bombes explosives. Leur fonction n'était pas principalement de faire s'effondrer les bâtiments, bien qu'en fait, les abattre complètement aurait créé des coupe-feux naturels, contre-productifs pour qui cherche à propager le feu, mais de faire sauter portes et fenêtres, ouvrant ainsi un chemin pour que l'oxygène alimente les flammes à chaque étage et permettant aux bombes incendiaires, plus légères, de pénétrer jusqu'aux étages inférieurs avant de s'embraser. C'était une leçon que le Bomber Command britannique lui-même avait apprise de son ennemi. Pendant le Blitz de 1940 et 1941, la Luftwaffe avait découvert, en bombardant Londres, que le feu causait beaucoup plus de dégâts que l'onde de choc. Le troisième ingrédient, et le décisif, fut météorologique. Durant les semaines précédentes, la chaleur inhabituelle avait formé au-dessus de Hambourg une poche d'air chaud et instable qui, entourée par de l'air beaucoup plus froid dans les couches supérieures et aux alentours, se comportait comme un ballon sous pression d'environ 3000 mètres de hauteur. Il suffisait d'une augmentation brusque de température à la base de cette poche pour qu'elle éclate, libérant un courant ascendant sans obstacle sur des milliers de mètres. Cette étincelle arriva peu avant 1h du matin, lorsque les premières 1174 tonnes de bombes incendiaires de la nuit embrasèrent presque simultanément tout le quartier. À cela s'ajouta une humidité relative de seulement 30%, contre les 78% habituels dans une ville portuaire comme Hambourg. Une sécheresse extrême, après des semaines sans pluie, qui transformait chaque toit de bois en combustible prêt à brûler. Une fois cet équilibre rompu, le processus s'auto-alimenta. L'air chauffé par les flammes montait à grande vitesse, laissant derrière lui une zone de basse pression qui aspirait l'air frais des alentours. Ce nouvel air, riche en oxygène, alimentait le feu avec encore plus d'intensité, ce qui accélérait l'ascension thermique, ce qui à son tour augmentait l'aspiration. Le résultat fut une boucle de rétroaction qui, en quelques minutes,
généra des vents de 120 à 170 km par heure, des vitesses comparables à celles d'un ouragan majeur et des températures qui, selon les témoignages sur la fusion du verre des véhicules, durent avoisiner les 1400 degrés à l'extérieur des bâtiments et des chiffres supérieurs à l'intérieur, suffisants pour faire fondre le métal et réduire la brique en cendres. À la différence d'un incendie de forêt, où le vent peut converger en spirale librement sur un terrain ouvert, dans une ville, les courants étaient canalisés par les rues et se heurtaient au carrefour, générant des tourbillons et de petites tornades de feu qui renversèrent les personnes et arrachaient les objets sur leur passage. L'étude ultérieure de ce phénomène, menée aussi bien par les services britanniques et américains d'évaluation des bombardements que par des générations postérieures de scientifiques spécialisés dans la dynamique du feu, conclut qu'aucune autre grande conflagration enregistrée dans l'histoire, ni les grands incendies de forêt d'Amérique du Nord, ni l'incendie de Londres de 1666, ni celui de Chicago de 1871, ni même celui de Dresde 18 mois plus tard, n'atteignit jamais l'intensité de cette nuit-là à Hambourg. 2 mois auparavant, en mai 1943, un bombardement sur la ville industrielle de Wuppertal avait déjà produit un phénomène semblable, avec des vents générés par la chaleur elle-même et des colonnes de fumée qui montaient à plus de 6000 mètres. Wuppertal, cependant, était une ville beaucoup plus petite, et la masse de feu résultante, bien que dévastatrice, n'atteignit jamais ni la surface ni la température de ce qui se produirait à Hambourg. Pour les analystes britanniques qui étudièrent les 2 cas après la guerre, cette différence d'échelle se révéla essentielle pour comprendre que le phénomène ne dépendait pas seulement de la quantité de bombes larguées, mais d'une combinaison très précise et très rare entre densité de population, type de construction et conditions atmosphériques. Le plus singulier dans ce cas est que même les planificateurs britanniques ne savaient pas à l'avance qu'ils étaient sur le point de provoquer un tel phénomène. Leurs calculs se limitaient à profiter d'un ciel dégagé pour faciliter la navigation et d'un environnement sec pour favoriser la propagation du feu. La combinaison exacte de pression atmosphérique, d'humidité et de densité de bombardement qui déclencha une tempête de feu de cette ampleur fut, dans une large mesure, un accident météorologique que même ses auteurs ne comprirent pas entièrement jusqu'à ce que les équipes d'analyse réexaminent les données des mois plus tard. Aujourd'hui, cette nuit continue de servir de cas de référence obligé dans la modélisation scientifique des incendies massifs, y compris les études sur les effets climatiques d'une guerre nucléaire, précisément parce qu'elle représente le seul épisode de cette échelle jamais documenté avec autant de détails, et parce qu'on n'a jamais reproduit, ni par accident, ni de manière délibérée, une combinaison identique de facteurs. Pour ceux qui étaient piégés dans la tempête, survivre exigeait autre chose que de la chance. Il fallait comprendre, en quelques secondes, une physique que personne ne leur avait jamais expliquée. L'instinct de courir dans la direction du vent était, paradoxalement, le plus dangereux de tous, parce que ce vent soufflait précisément vers le centre de l'incendie, l'alimentant. Avancer à contre-courant, entraînant des braises et des décombres incandescents à chaque pas, était la seule stratégie ayant quelque possibilité de succès, et exigeait un effort physique et mental que beaucoup, tout simplement, ne purent soutenir. Les familles qui se retrouvaient piégées dans les caves de leurs bâtiments, voyant la sortie habituelle bloquée par des décombres ou des flammes, recouraient à des pics et à des haches pour ouvrir des trous dans les murs qui communiquaient avec la cave voisine à la recherche d'une route alternative vers la rue. Parfois, elles trouvaient une sortie. D'autres fois, après avoir abattu porte après porte, elles se heurtaient à une impasse et devaient revenir sur leurs pas, s'exposant de nouveau au feu qui dévorait déjà leur propre bâtiment. L'un de ses enfants, qui avait alors à peine 5 ou 6 ans, se souviendrait plus tard que son grand-père, propriétaire d'une laiterie, gardait dans la cave plusieurs bidons de lait remplis d'eau, précisément pour des urgences comme celle-là. Il en versa 10, l'un après l'autre, sur le couloir en flammes qui séparait la cave de la rue, ouvrant ainsi un étroit corridor humide par lequel toute la famille put s'échapper avant que l'asphalte même de la rue ne commence à brûler. Quelques pâtés de maison plus loin, une fillette de 9 ans qui se réfugiait près d'un dépôt de tramways observa comment des dizaines de personnes tentaient de traverser la chaussée pour fuir le côté du quartier qui brûlait déjà, seulement pour trouver le passage bloqué par une rangée de tramways stationnés, pare-choc contre pare-choc, sans assez de temps pour que tous puissent grimper à travers eux.
Le lendemain, en inspectant les wagons avec ses amis, elle trouva à l'intérieur les corps minuscules et carbonisés de 2 personnes qui n'avaient pas réussi à s'échapper à temps. Ceux qui parvenaient à atteindre la rue se retrouvaient face à un spectacle qu'aucun exercice de défense civile n'avait anticipé. Le revêtement lui-même, soumis à des températures extrêmes pendant des minutes, était devenu liquide par endroits. Les personnes qui tentaient de le traverser restèrent piégées par leurs chaussures et en essayant de libérer leurs pieds nus, s'enfonçaient directement dans l'asphalte bouillant. Les récits concordent sur un détail. Ceux qui tombaient dans ces circonstances se relevaient rarement. La chaleur était si intense que la gorge se desséchait jusqu'à empêcher de crier, de sorte que beaucoup de ces morts survinrent presque en silence, entre le rugissement du vent et le fracas des bâtiments s'effondrant. Celui qui était alors un enfant de 6 ans se souviendrait, des décennies plus tard, avoir vu 2 femmes, l'une jeune et l'autre plus âgée, dont les chaussures restèrent prises dans l'asphalte fondu d'une rue. En essayant de se libérer pieds nus, leurs propres pieds s'enfoncèrent dans la masse bouillante et aucune des 2 ne se releva. Au carrefour, où des courants d'air provenant de directions différentes entraient en collision, se formaient des tourbillons capables d'arracher les enfants des mains de leurs parents et de les entraîner vers les flammes. Des mères qui portaient leurs enfants dans les bras pendant la fuite découvraient, en arrivant dans un lieu relativement sûr, qu'elles portaient depuis des heures un corps sans vie, sans s'être rendu compte du moment exact où l'enfant avait cessé de respirer. Un homme d'âge moyen, séparé de sa famille alors qu'il tentait de se frayer un chemin entre les flammes vers un terrain de sport, vit son propre beau-frère sortir de la fumée avec ses vêtements entièrement enveloppés de feu, trébucher et tomber sur un tas d'autres corps déjà calcinés. Lorsque lui et son épouse arrivèrent jusque-là, l'homme était déjà mort. Peu après, ce fut sa propre épouse qui sentit que ses cheveux commençaient à brûler. En utilisant le peu d'eau qui leur restait dans un seau, il parvint à étouffer les flammes sur sa tête avant que le feu n'atteigne autre chose que le cuir chevelu. Parmi ceux qui réussirent à s'échapper de Hammer Brook, plusieurs témoignages concordent pour décrire un même état mental qu'aucun manuel de l'époque ne savait nommer. Un jeune homme de 16 ans, qui fuyait avec sa mère parmi des corps déjà carbonisés au sol, raconta plus tard qu'à un certain moment de la fuite, quelque chose changea dans sa tête. Il continuait à voir et à entendre tout avec une clarté absolue, mais cessa complètement de ressentir la douleur, malgré la chaleur extrême qui, à ce moment-là, lui brûlait la peau. Il le décrivit littéralement comme vivre dans un rêve. Ce qu'il interpréta comme une sorte de protection instinctive du corps correspond, en termes cliniques, à un état de dissociation traumatique, un mécanisme neurologique d'urgence bien documenté aujourd'hui chez les victimes de catastrophes et de combats, par lequel le cerveau supprime temporairement la perception de la douleur et de l'angoisse pour permettre à la personne de continuer à bouger et à prendre des décisions dans une situation de survie extrême. Sans ce mécanisme, il est probable qu'un pourcentage encore plus grand de ceux qui réussirent à fuir cette nuit-là se seraient effondrés physiquement ou mentalement avant d'atteindre un lieu sûr. Les espaces ouverts comme les parcs, les terrains de sport et les rives des nombreux canaux qui traversent l'est de Hambourg devinrent le seul véritable refuge face à la tempête. Mais même là, la sécurité n'était pas absolue. Dans l'un de ces parcs, d'à peine 120 mètres de longueur, plus de 100 personnes qui avaient cherché refuge à l'intérieur moururent tout de même, vaincues par une chaleur que même la distance par rapport aux bâtiments en flammes ne parvenait pas à atténuer. Les canaux offraient quelques soulagements, mais aussi leurs propres risques. Une fine pellicule d'huile et de combustible répandue par des embarcations détruites brûlait à la surface de l'eau, de sorte que certaines personnes qui se jetaient pour échapper aux flammes finissaient enveloppées dans un feu qui, cette fois, flottait. D'autres restèrent des heures immergées jusqu'au cou, mouillant constamment leur tête pour éviter les brûlures, tandis que des embarcations de charbon en flammes passaient en flottant à côté d'elles, les obligeant à les esquiver à la nage en pleine obscurité. Parmi ces personnes réfugiées dans l'eau se trouvait un enfant de 6 ans qui, au milieu de la fuite, n'avait à aucun moment lâché un petit seau d'aluminium que sa mère lui avait confié en sortant de la cave. Alors qu'il restait près de la rive, il observa comment une vieille femme qui portait plusieurs valises pendues aux doigts, une à chaque main, les perdait une à une dans l'eau à mesure que ses forces s'épuisaient, jusqu'à ce qu'elle-même s'enfonce sans que personne puisse l'aider. Plus tard, déjà en sécurité sur l'autre rive du canal, l'enfant ouvrit enfin son seau.
À l'intérieur se trouvait de la confiture de prunes que sa mère avait préparée des semaines auparavant et qu'ils partagèrent tous deux avec le reste des survivants rassemblés là, dans ce qu'il décrirait lui-même plus tard comme un instant de douceur au milieu de l'enfer. Même les lieux les plus improbables se transformèrent en refuge de dernier recours. Un groupe de 80 à 100 personnes passa une bonne partie de la nuit dans des toilettes publiques souterraines du quartier de Hammerbrook, humidifiant des couvertures avec l'eau des citernes et, lorsque celle-ci s'épuisa, avec l'eau des cuvettes sanitaires elles-mêmes, tandis qu'une bombe au phosphore brûlait juste devant la porte d'entrée. L'une des femmes réfugiées là décrirait plus tard comment, à mesure que la chaleur augmentait et que l'air devenait irrespirable, plusieurs personnes autour d'elle s'effondrèrent simplement et ne se réveillèrent plus, tandis qu'au moins 3 soldats, convaincus qu'ils ne survivraient pas, choisirent de se suicider plutôt que d'attendre que les flammes arrivent jusqu'à eux. La décision la plus angoissante de toute la nuit fut, pour des milliers de familles, celle de rester dans la cave ou de tenter de fuir. Aucune des deux options ne garantissait quoi que ce soit. Ceux qui abandonnèrent leur refuge tôt, avant que l'incendie n'atteigne son intensité maximale, eurent plus de chances de survivre. Ceux qui attendirent, faisant confiance à la solidité des plafonds renforcés de leur cave, comme l'indiquaient les manuels de protection civile de l'époque, se retrouvèrent souvent piégés entre leurs propres bâtiments en flammes et un extérieur transformé en un enfer qui n'offrait déjà plus aucune voie d'échappatoire. La mort silencieuse. Malgré l'ampleur visuelle de l'incendie, la majorité des morts de cette nuit-là ne se produisirent pas au milieu des flammes, mais dans l'obscurité des caves. Le véritable assassin fut invisible, le monoxyde de carbone et le manque d'oxygène, consommés par un feu qui brûlait à quelques mètres au-dessus des têtes de ceux qui se croyaient en sécurité. Une survivante qui passa la nuit dans l'un de ces abris souterrains décrivit ensuite une séquence qui se répéta dans des dizaines de caves de Hammerbrook et Ham. D'abord s'endormaient les enfants les plus petits, puis ceux de 4 à 6 ans, ensuite les adolescents et enfin les adultes. Ce n'était pas un sommeil dont on pouvait se réveiller. L'intoxication au monoxyde de carbone produit une perte de conscience progressive et, en général, indolore, presque impossible à distinguer du fait de s'endormir, ce qui explique pourquoi tant de corps furent trouvés le lendemain sans marques externes de violence, assis ou allongés dans des postures de repos apparents. Cette circonstance alimenta pendant des années l'un des mythes les plus persistants sur la nuit de l'incendie. La croyance populaire selon laquelle le phosphore, présent dans une partie des bombes incendiaires britanniques, avait été la cause principale des morts, même de celles qui survenaient loin du feu visible, comme si une pluie de phosphore était tombée sur toute la ville. L'enquête ultérieure révéla que seule une minorité des bombes incendiaires contenait du phosphore liquide. La majorité employait des mélanges de termites ou de benzol et de caoutchouc, beaucoup moins spectaculaires mais tout aussi efficaces pour déclencher des incendies. Le véritable mécanisme létal dans les abris ne fut pas le phosphore, mais l'asphyxie silencieuse par épuisement de l'oxygène. Au niveau de la rue, la chaleur extrême produisit en outre un casse-tête médico-légal qui mit des semaines à être résolu. Les équipes de récupération trouvèrent des milliers de corps réduits à la moitié de leur taille normale, momifiés par la combinaison de la déshydratation instantanée et de la fusion de la graisse corporelle, qui dans certains cas s'était répandue en formant des flaques autour des cadavres. Le mécanisme, décrit plus tard par les propres pathologistes qui examinèrent les restes, ne diffère pas tant de celui qui réduit une bougie de cire lorsqu'elle brûle. La chaleur extrême liquéfie d'abord le tissu adipeux, qui filtre vers l'extérieur du corps et parvient parfois à brûler de lui-même, tandis que les muscles et les tendons, soumis à des températures très supérieures à celles de toute incinération conventionnelle, se contractent avec une telle violence que le squelette entier reste comprimé à une fraction de sa longueur originale. Paradoxalement, beaucoup de ces corps apparaissaient complètement nus, sans aucune brûlure visible sur la peau. Les vêtements, en particulier ceux de tissu léger comme les chemises de nuit, avaient été arrachés ou consumés instantanément par le vent d'ouragan et la chaleur, sans que le corps lui-même en arrive à subir les mêmes brûlures. Le médecin légiste municipal conclut que la majorité de ces victimes avaient tenté de fuir directement depuis leur lit, surprises en pleine nuit. Un motif se répéta avec une telle constance parmi les milliers de corps trouvés qu'il finit par devenir l'image la plus caractéristique de cette catastrophe.
L'immense majorité gisait face contre terre, les bras pliés sur la tête, dans le geste réflexe de protéger le visage d'une chaleur qui, en réalité, venait de toutes les directions à la fois. C'était une posture de défense instinctive face à un phénomène pour lequel le corps humain, tout simplement, n'est pas équipé. Parmi ceux qui survécurent, beaucoup traîneraient des séquelles pendant des semaines. L'air chargé de fumée et de particules incandescentes laissa un grand nombre de fuyards avec les yeux tellement enflammés qu'ils perdirent complètement la vision pendant des jours, dans certains cas, précisément au moment où ils avaient le plus besoin de voir pour échapper aux décombres. Une femme qui fuyait avec son mari raconta ensuite qu'en arrivant au point d'évacuation, il ne distinguait absolument plus rien. La cécité, cependant, se révéla passagère dans l'immense majorité des cas, et beaucoup en viendraient à la considérer, avec le recul, presque comme une bénédiction déguisée, parce qu'elle leur épargna de contempler une bonne partie de ce qu'il restait encore à voir cette nuit-là. Aux brûlures et à l'asphyxie s'ajoutèrent en outre les fractures causées par l'effondrement des bâtiments et par l'onde de choc des bombes de grande puissance, des blessures qui compliquèrent encore davantage une évacuation dans laquelle il existait à peine des véhicules disponibles. Des barques, des camions réquisitionnés et même des voitures tirées par des chevaux durent servir à transporter les blessés les plus graves, tandis que l'immense majorité des survivants n'eut d'autre option que de parcourir à pied pendant des heures le chemin jusqu'aux abords de la ville. Dans les jours immédiatement postérieurs à l'incendie, les autorités de Hambourg furent confrontées à l'une des plus grandes opérations de récupération de cadavres de toute la guerre. Rien que durant la première semaine, environ 10 000 corps furent retirés des rues, un chiffre qui déborda complètement la capacité de la police de protection anti-aérienne, habituellement chargée de cette tâche. Pour faire face au volume de travail, on mobilisa des soldats de la Wehrmacht, des unités des SS et des prisonniers du camp de concentration de Neuengamme, situé aux abords de la ville. Le travail ne consistait pas uniquement à retirer des corps entiers. Dans de nombreuses caves, où la chaleur avait été si extrême qu'il ne restait presque aucun reste identifiable, les équipes devaient fouiller parmi les décombres à la recherche de fragments. Une alliance, une montre-bracelet, une boucle. Ces objets étaient étendus sur le sol à la tombée de la nuit afin qu'un médecin des SS estime, à partir d'eux, combien d'hommes et combien de femmes étaient morts dans chaque abri. Dans certains cas, la seule preuve qu'une personne avait existé était un bijou fondu parmi les cendres. Le reste du corps était devenu, littéralement, cendres et os calcinés, indiscernables de l'environnement. Les autorités préparèrent 4 fosses communes dans le cimetière d'Ohlsdorf, dans le nord de la ville, creusées par les prisonniers de Neuengamme eux-mêmes en forme de croix, une disposition qui se conserve intacte jusqu'à aujourd'hui. Là furent enterrés, sans cérémonie individuelle, 31 647 corps identifiés seulement partiellement. À la fin de cette même année, les autorités avaient réussi à mettre un nom sur moins de la moitié d'entre eux. Pour supporter le travail, les équipes de récupération recevaient des masques à gaz dont les filtres avaient été remplacés par des coussinets imbibés de rhum ou de cognac, le seul moyen de rendre tolérable la puanteur des caves où s'accumulaient des centaines de corps en décomposition. Beaucoup de ces hommes finirent par boire directement l'alcool destiné aux masques et les autorités finirent par distribuer des rations supplémentaires de liqueurs et de tabac afin de maintenir debout un service soumis à une tension psychologique extrême. L'un des journalistes locaux chargés d'extraire des fragments de corps parmi les décombres, avec des bagues, des portefeuilles et d'autres objets qui pourraient servir à les identifier, reconnut parmi les restes ses propres grands-parents. Il identifia sa grand-mère à sa corpulence caractéristique, puisque le corps avait perdu la tête. Il localisa son grand-père quelques jours plus tard dans un autre dépôt, réduit à un torse d'où dépassait encore la montre-bracelet qu'il portait la nuit de l'attaque. Autour des fosses communes d'Ohlsdorf se répétait une scène tout aussi perturbante. Des prisonniers du camp de Neuengamme restaient dans les fosses elles-mêmes, empilant des milliers de corps les uns sur les autres, tandis qu'un cordon de garde des SS, le dos tourné au cadavre pour des raisons évidentes, buvait de l'alcool pour supporter la chaleur et la puanteur. Profitant du fait que 2 de ces gardes avaient été complètement incapables par la combinaison de la boisson et de la fatigue, une demi-douzaine de prisonniers réussirent à voler des vêtements sur les corps, à grimper par le bord de la fosse et à disparaître parmi les arbres du cimetière. Parallèlement,
La police ouvrit 2 grands registres administratifs. L'un pour localiser les centaines de milliers de réfugiés qui avaient fui la ville, et l'autre pour cataloguer les morts selon le lieu où ils avaient été trouvés et les effets qu'ils portaient sur eux. Rien que durant la première semaine, la police de Hambourg reçut plus d'1 million de communications de personnes qui tentaient de localiser leurs proches dispersés dans toute l'Allemagne. En novembre, 4 mois plus tard, entre 2000 et 3000 messages continuaient d'arriver chaque jour. Malgré cet effort administratif sans précédent, à la fin de la guerre, il restait encore quelques 2000 personnes enregistrées comme disparues sans que leur destin ne soit jamais déterminé. Il est probable que la majorité d'entre elles soient encore, jusqu'à aujourd'hui, enterrées sans identification sous le sol de ce qui fut alors l'est de Hambourg. À la crise des corps s'ajouta, dans les semaines suivantes, une invasion de rats et de mouches d'une taille et d'une densité que, selon de nombreux témoignages, personne dans la ville ne se souvenait avoir vues auparavant. Avec les camions à ordures détruits et les rues impraticables, la collecte des déchets s'interrompit presque complètement, et des montagnes d'ordures s'accumulèrent à côté de cadavres encore non récupérés et de nourriture en décomposition abandonnée parmi les ruines. Les mouches, décrites comme vertes, énormes et iridescentes, couvraient littéralement les murs écroulés et s'introduisaient par n'importe quelle fissure. L'invasion ne recula pas avant l'arrivée du froid en octobre. Pour éviter des épidémies de typhus, les autorités offrirent une vaccination gratuite à toute la population, et la presse répéta sans relâche des instructions pour faire bouillir l'eau avant de la boire. Dans une ville où ni le gaz ni l'électricité ne fonctionnaient et où les 7000 puits artésiens répartis dans la ville devinrent, du jour au lendemain, la principale source d'eau potable. La zone la plus dévastée fut bouclée avec du fil de fer barbelé et des murs improvisés de pierre au début d'août, sous le nom administratif de zone interdite. Officiellement, la fermeture visait à éviter les épidémies et le pillage, mais elle répondait aussi à un motif moins pratique. On considérait comme indécent que la récupération des cadavres se fasse à la vue de la population. La mesure, cependant, alimenta immédiatement un folklore urbain qui circula pendant des années dans toute la ville. On disait que parmi les ruines, on pouvait encore entendre les cris de ceux qui y étaient morts, et que certains enfants qui s'étaient glissés dans la zone interdite revenaient avec des plaies inexplicables aux bras et aux jambes, attribuées par beaucoup à une sorte de malédiction. L'explication réelle, beaucoup moins surnaturelle, était la présence de résidus chimiques provenant des bombes incendiaires, encore actifs parmi les décombres des mois après l'attaque. L'incertitude sur le chiffre final des morts se révéla si persistante que, pendant des années, circulèrent dans l'Allemagne elle-même des estimations de 60 000, 80 000 et même 100 000 victimes, comme si l'ampleur du désastre était si impossible à assumer que tout chiffre officiel paraissait insuffisant. Le décompte administratif, clos des mois après l'attaque, fixa le chiffre à 42 600 morts pour l'ensemble de l'opération, l'immense majorité correspondant à la nuit du 27 au 28 juillet. Des révisions historiographiques ultérieures, qui intègrent des estimations sur les disparus jamais retrouvés, portent le chiffre le plus fiable à environ 45 000. Aucun de ces chiffres, cependant, n'a réussi à s'imposer comme définitif. La nature même de la catastrophe, qui transforma des milliers de personnes en cendres indiscernables de leur environnement, fait que le nombre exact de morts à Hambourg cette semaine-là reste 80 ans plus tard une question sans réponse close. L'exode d'1 million de personnes. Le matin du 28 juillet, alors que la moitié orientale de la ville brûlait encore, le gouverneur Kaufmann révoqua son propre ordre de 4 jours auparavant et décréta l'évacuation immédiate de toutes les femmes et de tous les enfants de Hambourg. La logistique se révéla, dès le premier instant, un chaos presque impossible à gérer. Les lignes ferroviaires du centre étaient coupées et la plupart des gares détruites, de sorte que la seule option était que les réfugiés eux-mêmes parcourent à pied la distance jusqu'au bord de la zone incendiée, où les autorités improvisèrent 4 grands camps d'accueil dans le parc de Moorweide, sur les hippodromes de Horn et de Farmsen et sur un terrain vague du quartier de Billstedt. Des camionnettes équipées de haut-parleurs parcouraient les rues en indiquant aux gens où se diriger, tandis que des postes de secours étaient installés à toutes les principales sorties de la ville pour soigner les blessés qui arrivaient en se traînant. Le premier jour, un demi-million de pain et 16 000 litres de lait, de bière, de thé et de café
furent distribués parmi les déplacés. 10 000 soldats, en plus de policiers et d'unités de la SS déplacées depuis des localités voisines, se joignirent à l'opération, transférant les gens des camps jusqu'aux gares ferroviaires encore opérationnelles. Plus de 750 000 personnes voyagèrent en train dans les jours suivants. 50 000 autres furent évacués par le fleuve et des milliers d'autres partirent en avion depuis l'aérodrome de Fuhlsbüttel. Au total, plus d'1 million de personnes quittèrent Hambourg en quelques jours, la plus grande opération de ce type réalisée en Allemagne jusqu'à ce moment-là. Les routes qui sortaient de la ville offraient, durant ces jours-là, une image d'exode biblique qui contrastait avec le flux en sens inverse de soldats et de pompiers appelés à renforcer la zone du désastre. Des familles entières, arrachées littéralement du lit par les explosions, avançaient en traînant la première chose qu'elles avaient pu saisir en fuyant. Des valises attachées avec des cordes, des enfants trop petits pour suivre le rythme de leurs frères et sœurs aînés, des matelas portés sur le dos pour avoir de quoi dormir en arrivant à destination. Beaucoup marchaient dans un silence absolu, sans force déjà même pour se plaindre, le regard perdu de celui qui a cessé de reconnaître le lieu où il a vécu toute sa vie. Les chiffres, vus dans leur ensemble, donnent l'impression d'une machinerie administrative fonctionnant avec précision. L'expérience individuelle des réfugiés fut très différente. Beaucoup de mères, trop épuisés pour parvenir à pied jusqu'aux camps officiels, finirent par attendre des heures à n'importe quel coin de rue avec leurs enfants, dans l'espoir qu'un camion militaire ou une voiture particulière prête à les emmener passe. Les localités proches de Hambourg furent complètement débordées. Dans une seule ville d'accueil, un témoin décrivit l'arrivée simultanée de 160 000 Hambourgeois dans une commune qui ne comptait à peine que 40 000 habitants propres, sans que personne ne sache déjà où loger tant de gens. La peur d'un effondrement de l'ordre public conduisit les autorités à déployer des troupes de la SS armées de mitrailleuses lourdes dans plusieurs des points de concentration de réfugiés, officiellement pour les protéger. La tension, cependant, produisit aussi des épisodes de rébellion ouverte contre le régime, quelque chose de pratiquement inédit après une décennie de contrôle nazi. Une femme alla jusqu'à crier à un fonctionnaire du parti, depuis la fenêtre d'un train, que lui et les siens étaient responsables de tout ce qui était arrivé, jusqu'à ce que quelqu'un de son propre wagon la fasse taire par peur des représailles. Un autre homme sur un quai bondé proclama à voix haute que Hitler méritait d'être pendu avant que son épouse ne lui demande de baisser la voix. Les autorités elles-mêmes reconnaissaient qu'il était impossible d'arrêter tous ceux qui exprimaient leur rage, sans risquer de provoquer des troubles plus graves parmi une population qui, pour la première fois depuis des années, sentait qu'elle n'avait plus rien à perdre. Pendant que le flot de réfugiés s'éloignait de la ville, une autre nuit de bombardement se préparait sur Hambourg. Dans la nuit du 29 au 30 juillet, une troisième attaque britannique, avec 777 avions, répéta sur le quartier de Barmbek, dans le nord-est de la ville, une version à moindre échelle de ce qui s'était produit 2 nuits auparavant. À 2 heures du matin, selon le registre des services de pompiers, une seconde tempête de feu s'y développa, moins étendue que celle de Hammerbrook, mais avec la même dynamique de vents ouragans alimentés par les flammes elles-mêmes. Le fait que le phénomène se reproduise, quoique à moindre échelle, confirma aux analystes britanniques quelque chose qu'ils ne faisaient que soupçonner après le premier cas, que, étant donné les conditions adéquates de densité de bombardement, de type de construction et de sécheresse environnementale, une tempête de feu n'était pas un accident impossible à répéter, mais un processus physique qui pouvait se déclencher de nouveau, dans la même ville, en quelques jours. À ce moment-là, une grande partie de ce qui avait été l'est de Hambourg était devenu ce que l'écrivain Hans-Erich Nossack, qui parcourut la zone à pied dans les semaines suivantes, décrirait comme un paysage méconnaissable. Des pâtés de maisons entiers réduits à des façades vides, sans toit ni intérieur, parmi lesquels ne restaient debout ici et là que des cheminées solitaires qu'il compara lui-même à des cénotaphes. Nossack alla jusqu'à se perdre dans des rues qu'il connaissait par cœur depuis l'enfance, incapable d'identifier le moindre point de repère parmi des kilomètres de ruines identiques entre elles. L'horreur qui semblait presque surnaturelle. Alors que le régime nazi imposait un blackout informatif presque total sur ce qui s'était produit, se limitant à des communiqués vagues sur de graves dommages dans le nord de l'Allemagne, de l'autre côté de la mer du Nord, la nouvelle fut célébrée avec un enthousiasme qui frôlait le macabre.
La presse londonienne titra que Hambourg avait été pilonné. Un journal américain assura que la ville avait cessé d'exister, citant pour cela des sources suédoises et suisses. Les tracts que l'aviation alliée continua de lancer sur l'Allemagne dans les semaines suivantes montraient des photographies aériennes de la dévastation sous le titre « C'était Hambourg », délibérément au passé. Même la propagande soviétique se joignit à l'exploitation du désastre. Sur le front de l'Est, les soldats allemands commencèrent à entendre par des haut-parleurs installés dans le No Man's Land des messages les informant que leurs familles chez eux souffraient autant qu'eux dans les tranchées et que la reddition était la seule issue raisonnable. Beaucoup de ces soldats ne comprirent jusqu'à quel point la propagande n'exagérait pas que lorsque, en permission, ils virent de leurs propres yeux ce qu'il restait de leur ville. La terreur générée par la catastrophe s'étendit bien au-delà des limites de Hambourg par un canal encore plus inquiétant, les bagages des réfugiés eux-mêmes. Les autorités frontalières documentèrent des cas de personnes qui voyageaient avec les restes calcinés de leurs proches dans des valises, incapables de les abandonner sans sépulture au milieu de la fuite. Lors d'un contrôle à la frontière danoise, un garçon de 12 ans qui voyageait seul fut arrêté par les douaniers lorsqu'ils examinèrent 2 sacs qu'il portait avec lui. Dans l'un, ils trouvèrent le corps de son frère de 2 ans, mort dans le bombardement. Dans l'autre, les cadavres de ses lapins domestiques. Dans une gare de Bavière, une femme fit tomber accidentellement une valise de l'intérieur de laquelle se répandirent des jouets, une trousse de toilette et des sous-vêtements roussis avec le corps, réduit à la taille d'une momie d'un petit enfant. Un autre homme, lorsqu'il fut intercepté dans son propre quartier peu après l'attaque, ouvrit devant un voisin 2 valises qu'il transportait. Elles contenaient ce qui semblait être des troncs d'arbres calcinés, en réalité les restes de sa femme et de ses enfants, fondus par le phosphore qu'il avait refusé d'abandonner. 10 jours après le début de l'opération, dans la nuit du 2 au 3 août, le commandement des bombardiers britanniques lança une 4e et dernière attaque sur Hambourg, décidé à exploiter jusqu'au bout la fenêtre d'opportunité ouverte par Window avant que la défense allemande ne finisse de s'adapter. Cette fois, cependant, la nature prit parti pour les défenseurs. La formation de 740 bombardiers s'enfonça dans un violent orage électrique au-dessus de la mer du Nord avec des nuages qui atteignaient plus de 9000 mètres d'altitude. Ce qui se produisit ensuite déconcerta des équipages entiers. Sur les hélices, les canons et les extrémités des ailes des avions commencèrent à apparaître des halos lumineux d'un bleu fantomatique, accompagnés d'étincelles qui parcouraient le fuselage et les antennes radio. Certains pilotes, en le voyant pour la première fois, crurent que l'Allemagne avait déployé une nouvelle arme antiaérienne capable d'électrifier l'air. Ce n'était pas une arme, il s'agissait du feu de Saint-Elme, le même phénomène électrique qui avait déconcerté les marins pendant des siècles en haute mer, produit par l'ionisation de l'air autour d'objets pointus au milieu d'un orage intensément chargé. Le phénomène était inquiétant, mais en lui-même inoffensif. Beaucoup plus dangereuse fut la glace qui s'accumula sur les ailes. Au moins 4 avions britanniques tombèrent cette nuit-là directement à cause de l'accumulation de glace, sans même avoir été touchés par l'ennemi. L'orage dispersa tellement la formation que le bombardement qui en résulta resta éparpillé sur le nord de l'Allemagne, en grande partie sans même atteindre la ville. Cette nuit ratée clôtura, de manière anticlimatique, 10 jours qui avaient commencé avec le plus grand succès tactique de la guerre aérienne britannique jusqu'à ce moment-là. 1 mois après l'incendie, dans les premiers jours de septembre, se produisit dans la zone interdite elle-même un phénomène qui, bien que parfaitement explicable du point de vue de la botanique, fut reçu par de nombreux Hambourgeois comme un véritable prodige. Les arbres calcinés, qui depuis des semaines étaient réduits à des troncs noirs sans une seule feuille, commencèrent à bourgeonner de nouveau. Des feuilles d'un vert clair émergeant entre l'écorce brûlée, des lilas blancs fleurissant dans des jardins réduits à des décombres, des marronniers retrouvant leurs grappes de fleurs caractéristiques hors saison. Le phénomène, probablement une réponse de stress physiologique des arbres eux-mêmes face au choc thermique subi, fut interprété parmi la population comme un signe d'espoir au milieu de la dévastation. Les autorités du régime nazi, toujours attentives à toute occasion de propagande, ne laissèrent pas passer l'occasion. Un haut fonctionnaire qui visita la ville à cette époque écrivit à ses proches en parlant ouvertement du « miracle de Hambourg »,
présentant la survie de la ville malgré la dévastation, comme la preuve qu'aucun bombardement ne parviendrait jamais à briser la volonté allemande. L'héritage et les chiffres que l'on ne connaît pas encore. Lorsque, des mois après l'attaque, les équipes d'évaluation britanniques et américaines parcoururent Hambourg pour mesurer l'ampleur réelle de la destruction, les chiffres qu'elles réunirent se révélèrent stupéfiants même pour ceux qui avaient planifié le bombardement. Un total de 40 385 bâtiments résidentiels furent complètement détruits ou rendus inhabitables, ce qui représentait environ 61% de toute la capacité de logement de la ville. À ceci s'ajoutaient 3 785 installations industrielles, environ 5 000 des 7 000 commerces qui existaient avant l'attaque, 83 banques, 277 écoles, 58 églises et 24 hôpitaux. En termes de vies humaines, le chiffre officiel de 42 600 morts en une seule semaine dépassait de plusieurs milliers le nombre de victimes immédiates de la bombe atomique lancée ensuite sur Nagasaki. Le coût initial porté à la production industrielle fut réel. En août 1943, Hambourg produisit à peine la moitié de ce qu'elle avait produit en juillet. Et à la fin de cette même année, la ville fonctionnait encore à 82% de sa capacité antérieure. Les États-Unis calculèrent ensuite que, comme conséquence directe des attaques, Hambourg perdit l'équivalent de 1,8 mois de production industrielle totale, dont une partie était destinée à fabriquer des pièces pour sous-marins et avions. 20 sous-marins qui auraient autrement été lancés dans l'Atlantique Nord ne furent jamais achevés à temps. Cependant, cette même évaluation révéla les limites du bombardement de zone comme arme décisive. Les installations portuaires les plus importantes, y compris le chantier naval Blohm et Voss lui-même, subirent des dommages moindres que prévu et recommencèrent rapidement à fonctionner. En 3 mois, 7 500 de ces 9 400 travailleurs étaient déjà de retour à leur poste. À la fin de 1943, la production navale de la ville avait en fait dépassé les niveaux antérieurs à l'attaque. Le service britannique d'évaluation stratégique lui-même dut admettre plus tard que, en termes purement industriels, l'effet de l'opération Gomorrhe sur l'économie de guerre allemande fut beaucoup moins perturbateur que celui d'attaques ultérieures, beaucoup plus réduites, dirigées contre les lignes de transport qui reliaient Hambourg à la région industrielle de la Ruhr. Le véritable impact fut d'un autre ordre. Le ministre de l'Armement Albert Speer avertit personnellement Hitler que, si les Alliés parvenaient à répéter une attaque de cette ampleur sur 6 autres villes allemandes, la production d'armement s'arrêterait complètement. Le secrétaire d'État à l'aviation, Erhard Milch, alla encore plus loin devant son propre ministère, assurant que 5 ou 6 attaques similaires suffiraient pour que la population allemande, quelle que fût sa volonté, cesse tout simplement de travailler. Joseph Goebbels lui-même nota dans son journal, quelques jours plus tard, qu'il s'agissait de la plus grande crise de toute la guerre. Hitler, pour sa part, réagit avec le même déni qu'il montrerait face à de futures catastrophes. Il refusa à plusieurs reprises de visiter la ville et rejeta même l'idée de recevoir une délégation des équipes de secours qui s'étaient tant distinguées pendant l'urgence. Le général Adolphe Galland, alors à la tête de l'aviation de chasse allemande, décrirait ensuite une scène révélatrice de la mesure dans laquelle la catastrophe avait ébranlé le sommet militaire. Lors d'une réunion convoquée peu après au quartier général de Hitler, les principaux commandants de la Luftwaffe, normalement divisés par des rivalités internes, se montrèrent pour la première et unique fois complètement unis. Ils exigeaient d'abandonner les opérations offensives pour concentrer toute la production industrielle sur des chasseurs destinés à la défense du territoire allemand lui-même. Lorsque Göring transmit cette demande à Hitler, le Führer la rejeta catégoriquement, répétant le mot d'ordre qu'il avait soutenu depuis le début de la guerre, que la terreur ne pouvait être combattue que par davantage de terreur et que la priorité devait être de préparer des représailles contre la Grande-Bretagne plutôt que de défendre les cieux allemands. Galland trouva ensuite Göring enfermé dans une salle contiguë, la tête enfouie entre les bras sur la table, plongé dans un abattement dont, selon Galland lui-même, il ne se remettrait jamais complètement. La commotion au sein de la hiérarchie nazie eut des conséquences concrètes. Le système de défense nocturne allemand, fondé jusque-là sur des secteurs fixes de radar le long de la côte, fut abandonné presque immédiatement au profit de tactiques plus flexibles.
Des chasseurs qui s'infiltraient directement dans le courant de bombardiers ennemis et des unités qui opéraient librement au-dessus de chaque ville menacée, au lieu d'attendre des instructions depuis le sol. Le chef de l'état-major de la Luftwaffe, Hans Jeschonnek, se suicida le 18 août, à peine 3 semaines après l'attaque, accablé par une crise dont il se sentait en partie responsable. Le coût de l'opération ne fut pas non plus gratuit pour les attaquants. Un rapport américain rédigé quelques mois plus tard calcula la valeur économique de la campagne sur Hambourg à un peu plus de 46 millions de dollars de l'époque, un chiffre modeste en comparaison avec les plus de 9 000 millions de dollars que coûterait la reconstruction de toute la ville, mais qui se répétait nuit après nuit sur des dizaines d'objectifs différents dans toute l'Allemagne. Selon certaines estimations, la campagne de bombardement stratégique en vint à consommer jusqu'à un tiers de toute l'économie de guerre britannique, une dépense qui ne semblait justifiable que si, comme le croyait Harris, elle finissait par raccourcir la guerre de manière décisive. Malgré tout cela, le pari d'Arthur Harris ne se réalisa pas. Hambourg démontra qu'il était possible d'infliger à une ville un niveau de destruction comparable à celui d'une arme nucléaire sans que le régime allemand s'effondre. La fenêtre d'opportunité tactique ouverte par Window se referma en à peine 6 semaines avant que les Alliés puissent répéter le coup contre un autre objectif d'une ampleur similaire. Ce qui, en juillet 1943, semblait le début de la fin de la guerre, se révéla en réalité n'être que la première page d'un chapitre beaucoup plus long et beaucoup plus destructeur, qui continuerait 18 mois plus tard sur Dresde et, dans les derniers mois de la guerre du Pacifique, sur Tokyo, Hiroshima et Nagasaki. Entre le 24 juillet et le 3 août 1943, Hambourg subit 6 attaques aériennes distinctes, 4 britanniques nocturnes et 2 américaines diurnes, en plus de plusieurs incursions mineures de harcèlement. Sur ces 10 jours, une seule fenêtre de 50 minutes, à l'aube du 28 juillet, concentra la majeure partie de la destruction et des morts. Dans cet intervalle se déchaîna un phénomène physique qu'aucun laboratoire n'a jamais réussi à reproduire à cette échelle. Au cours des décennies suivantes, les données recueillies sur la tempête de feu de Hambourg devinrent la base empirique des dites lois d'échelle du feu massif, employées aussi bien par les ingénieurs de protection civile que par les analystes qui, pendant la guerre froide, tentaient de calculer les effets thermiques d'une attaque nucléaire sur une ville moderne. Plus récemment, ces mêmes données ont servi de référence à des climatologues qui étudient les effets atmosphériques des incendies urbains massifs sur la radiation solaire et la température globale, une ligne de recherche née directement des études sur ledit hiver nucléaire. Dans tous ces domaines, Hambourg continue de fonctionner comme le cas de référence obligé, précisément parce qu'elle combine une documentation extraordinairement détaillée, avec une échelle qu'aucun autre événement, ni accidentel ni délibéré, n'a de nouveau atteinte. Sous l'actuel quartier d'affaires de Hammerbrook, entièrement reconstruit à partir des années 60, le sol conserve encore des restes de cendres de cette nuit-là, mêlés aux décombres sur lesquels furent élevés les nouveaux bâtiments. Et dans les archives de la ville, 80 ans plus tard, les chiffres officiels de 42 600 morts, selon le décompte administratif de l'après-guerre, environ 45 000 selon les révisions historiographiques les plus récentes, et des chiffres beaucoup plus élevés selon les rumeurs qui circulèrent à l'époque, coexistent sans qu'aucun ne soit parvenu à supplanter définitivement les autres. L'opération qui porta le nom de la ville biblique détruite par le feu du ciel reste, en ce sens très concret, un épisode que l'histoire elle-même n'a pas encore fini de mesurer.